Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Dilinur, j'ai 16 ans et je fais partie du comité jeunesse de Tes Jeunes pour l'année 2021-2022. Cette année, avec le comité, nous avons remarqué que les jeunes se sentent de plus en plus touchés par la cause environnementale et ça peut mener à l'éco-anxiété. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale avec nous qui nous rejoint pour aborder un sujet vraiment d'actualité, soit l'éco-anxiété. C'est un terme assez nouveau, connu par la plupart des adolescents, mais parfois un peu mal compris. Donc, on va essayer de décortiquer ce terme avec l'aide de Maud Carmel, une créatrice de contenu écolo. Donc, bienvenue Maud. Bonjour, on est heureux de t'avoir avec nous. Ça fait plaisir. Donc, pour commencer, j'aimerais juste clarifier un peu la définition du terme éco-anxiété. Donc, pourrais-tu un peu décrire ce que c'est? Vu que c'est un terme assez récent, je pense pas qu'il y ait un consensus clair, sur la définition, mais moi, ma définition à moi, ce serait un sentiment d'inquiétude extrême face à l'avenir de tout ce qui est vivant sur la planète. Puis après ça, l'image typique, qu'une personne peut avoir là de son anxiété face au changement climatique peut prendre plein de formes. Cette personne-là peut avoir peur des feux de forêt, des catastrophes naturelles comme des tornades, peut avoir peur de pas pouvoir avoir d'enfants. Après ça peut changer selon certaines personnes, mais je pense que c'est vraiment juste sentiment d'inquiétude extrême par rapport à tout ce qui est vivant sur la planète, plantes, animaux, humains. On en entend de plus en plus parler, puis c'est vraiment associé un peu à un terme négatif, mais est-ce que c'est vraiment un sentiment négatif, l'éco-anxiété? Je pense qu'il y a une partie de l'éco-anxiété qui est nécessaire pour avancer puis pour peut-être propulser une transition climatique. Par contre, je pense qu'il y a aussi une partie de l'éco-anxiété qui peut nous freiner parce que l'anxiété, en général, dans le mot éco-anxiété, il y a quand même le mot anxiété. C'est quelque chose qui peut nous clouer au lit puis nous donner envie de tout abandonner. Il y a peut-être certaines personnes qui vivent l'éco-anxiété comme ça et c'est normal. Moi, un conseil que je donne en général aux gens qui me disent, comment on fait pour vivre avec l'éco-anxiété, c'est justement de se projeter dans une vie pleine d'adaptation face au changement climatique. Fait que je pense que si le mot éco-anxiété, on attribue ça à on change notre façon de vivre et on projette des idées comme l'autonomie alimentaire, on décide que plus tard, on sera pas dépendant de l'industrie du pétrole, de l'industrie alimentaire, puis qu'on apprend, c'est quand on est éco-anxieux, on apprend à faire de la couture, on apprend à faire nos meubles, on apprend à jardiner pour justement être le moins dépendant de la société à long terme. Peut-être que là, ça va avoir une évocation un peu plus légère, un peu plus communautaire, en fait. Là. Qui peut être atteint d'éco-anxiété? Je pense que c'est beaucoup de gens. Je pense que ça atteint beaucoup les jeunes générations. Entre autres parce que vous avez eu accès à l'information plutôt que d'autres personnes. Donc, vous savez depuis votre plus jeune âge qu'est-ce qui s'en vient, alors que des générations plus vieilles, des baby boomers, par exemple, génération X ou même Y comme moi, que la technologie est arrivée vraiment plus tard dans nos vies. Donc, vous avez plus d'informations, c'est plus imprégné dans votre cerveau, c'est imprégné dans vos gestes au quotidien. Et c'est aussi, je pense que les jeunes ont plus tendance à souffrir d'éco-anxiété parce que vous vous sentez plus impuissant, parce que vous n'êtes pas dans les positions de pouvoir. Puis vous êtes beaucoup aussi être à la maison avec vos parents. Puis c'est pas tout le monde non plus qui ont des parents qui partagent la même vision des choses. Oui. Donc ils se disent, là, mes parents ont 3 VUS, 3 chars très polluants. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais je peux rien faire parce que c'est pas moi qui est en charge de la maison. Mes parents recyclent pas. J'essaie de leur montrer, mais donc je pense que ça peut vraiment perpétuer l'éco-anxiété et c'est normal. Puis il faut être, je pense, doux avec soi-même quand on a que 15, 16, 13, 18 ans. On apprend les choses. On peut pas changer le monde tout de suite. Vous êtes tellement beaucoup à vous impliquer puis à changer les choses pour vrai. Je trouve que les jeunes, ils sont très... en tout cas, moi, ils m'inspirent beaucoup. Vous inspirez beaucoup les plus vieilles générations. Bref, je trouve que... Mais c'est vrai. Moi, j'allais pas dans les rues là à 17 ans parce que c'était pas une réalité il y a une dizaine d'années, tu sais. Donc, je pense que parmi toute la population mondiale, les personnes plus susceptibles de souffrir d'éco-anxiété, c'est les jeunes, pour toutes ces raisons-là. Je pense qu'il y a même une étude qui est sortie en septembre 2021, là, comme quoi c'est un jeune sur 2 qui souffre d'éco-anxiété. C'est énorme, là. C'est comme... beaucoup.
Ouais, c'est très, très fréquent, on s'entend. Donc, je crois que ouais, les jeunes puis les personnes qui s'informent beaucoup au quotidien, c'est les personnes qui ont tendance à souffrir d'éco-anxiété. Je pense que les seules personnes qui souffrent zéro d'éco-anxiété, c'est les gens qui soit n'y croient pas, regardent pas les nouvelles ou se mettent la tête dans le sable. Tu sais, je pense qu'on en souffre tous un peu à différents niveaux à partir du moment où on est conscient des changements climatiques. Disons pour des gens qui sentent qu'ils ne font pas assez, mais qui font vraiment beaucoup de gestes. Il y a certaines personnes que je connais, ils font des gestes au quotidien, ils font, comme tu dis, ils prennent le vélo, ils prennent moins de transport, ils prennent moins la voiture, ils prennent plus de transport en commun, mais ils sentent parfois qu'ils ne font juste pas assez. Puis c'est vraiment dur de laisser ses pensées en arrière, puis de ne pas d'ignorer ses pensées. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ah, c'est super difficile. C'est vraiment une bonne question parce que, tu sais, chaque personne a des limites différentes ou une vision différente de ce que c'est être éco-responsable pour certaines personnes. Juste le fait de recycler, c'est en masse pour la journée, alors que pour d'autres, chacun de leurs gestes est empreint d'éco-anxiété ou de désir de faire mieux ou d'être carboneutre, mais pour eux, c'est jamais assez, tu sais. Je pense donc qu'il faut évidemment s'écouter, mettre ses propres limites. Faut être conscient de chaque geste, tu sais. Puis si par exemple, tu sais, pour une personne, ça lui génère énormément d'anxiété de faire des gestes, parce que chaque fois qu'il fait un geste, ben ça lui rappelle que la planète est justement en train de vivre des bouleversements. Peut-être, c'est justement d'avoir une intention vraiment positive à chaque fois qu'il fait le geste. T'sais. Donc, chaque fois qu'il prend le vélo, de pas le faire simplement pour sauver la planète, mais de le faire parce qu'il a envie, puis de le faire parce que c'est quelque chose qui le rend heureux, puis qu'il garde en santé aussi. Par exemple, le transport actif, il y a plein d'autres avantages que juste le fait de diminuer ses gaz à effet de serre. Le fait de manger végétarien, par exemple, ben, c'est un plaisir, c'est de découvrir des nouvelles recettes, de vraiment mettre une intention positive autre que seulement la protection de la planète Terre quand on fait un geste éco-responsable. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Chaque geste que je pose, j'ai envie de le poser, je le vois pas comme une corvée, je le vois vraiment comme partie intégrante de mon quotidien, quelque chose que j'aime faire, qui me stimule. Puis, ben, c'est ça, pour les gens qui ont l'impression de pas en faire assez, je pense qu'ils s'en rendront plus compte parce que les gens qui ont pas l'impression d'en faire assez, je pense que c'est des gens qui scrutent chacun de leurs gestes puis qui le voient comme une tâche. Donc, à chaque fois, ils se disent, est-ce que ce geste-là a été assez gros? Est-ce que j'en ai fait assez? Alors que quand c'est inclus dans ton quotidien, tu le vois comme pu, puis c'est juste bien mélangé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Puis, j'ai trouvé un bel équilibre à travers tout ça. Comment est-ce qu'on peut venir en aide à ces gens-là? Comment est-ce qu'on peut leur faire sentir moins capable? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils se sentent mieux par rapport à ce sujet? Comment aider les personnes? Je pense de les écouter premièrement, c'est toujours la première chose, de pas invalider leurs sentiments, de pas dire tu peux rien faire de toute façon, arrête de stresser. Là, je pense que de valider ce qu'ils ressentent, c'est la première étape. Après ça, je dirais de justement leur dire d'être doux avec eux-mêmes, peut-être dans leur présence, de pas faire exprès de parler de je sais pas, d'avoir magasiné dans un endroit très polluant, d'avoir commandé plein de choses chez Amazon, puis tu sais, d'avoir fait 14 voyages en avion pendant l'année. Moi, c'est le genre de choses qui m'irritent, là, tu sais, quand j'ai des conversations avec des gens qui sont comme j'adore ces pantalons-là que je suis allée acheter chez Zara tellement pas cher, tu sais, puis comme là, mon 4e voyage en Floride cette année, comme moi, ça m'irrite énormément. Donc, si vous savez que quelqu'un souffre d'éco-anxiété, peut-être être sensible à ça, à votre discours, puis peut-être essayer de comprendre aussi pourquoi il souffre d'éco-anxiété. Pas nécessairement de vous aussi vous mettre à en faire, mais de vous dire, OK, ben, si vous comprenez pas son sentiment, c'est peut-être parce que vous comprenez pas l'ampleur des changements climatiques. Mais dans l'autre cas, c'est vraiment lui donner les conseils que j'ai donnés, c'est donc de planifier son avenir en fonction d'une indépendance alimentaire, d'une indépendance des déplacements, d'une indépendance de matériel, puis de justement lui dire que ça disparaîtra pas du jour au lendemain, que les jeunes générations sont là aussi pour changer les choses. Pas que la pression est sur vous, c'est juste que la tendance est au fait que les jeunes, une fois qu'ils vont être dans des situations de pouvoir, vont peut-être pouvoir prendre des décisions un peu plus cohérentes avec les changements climatiques. Si tu avais à résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui en un mot ou une phrase, qu'est-ce que tu dirais?
de pas s'isoler, puis de développer un sentiment de communauté avec les autres, puis c'est ensemble que peut-être le mot éco-anxiété va pouvoir être un moteur de changement positif. Vraiment, merci beaucoup pour cette discussion. C'était vraiment apprécié. C'était une super belle discussion. Donc, ça conclut notre petite entrevue sur l'éco-anxiété avec Maud. On te remercie encore une fois pour avoir pris le temps ce soir de discuter avec nous. Et nous espérons que vous avez apprécié cette entrevue et que vous avez appris davantage sur l'éco-anxiété. Si jamais vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à vous informer dans d'autres médias comme celui de Maud et faire des recherches de votre côté. Et on vous souhaite à tous une très belle soirée.